Bonjour et bienvenue dans Avez-vous choisi, le podcast du vendredi qui vous invite à tout choisir dans votre vie. Je suis Oriane Savouré-Lucas, sérielle choisisseuse de ma vie. Dans la vie, j'ai les pieds sur terre, la tête dans les étoiles et je vous propose d'explorer avec curiosité le vaste et intrigant territoire du choix. Je suis coach et j'accompagne les personnes essoufflées par un quotidien survolté à tout choisir pour se créer une vie sur mesure, à la fois épanouissante et impactante. Ce podcast, c'est l'occasion pour moi de partager réflexions, questionnements, lectures, ressources qui m'inspirent pour choisir ma vie. Régulièrement, je vous propose de faire la connaissance d'une personne que je trouve inspirante sur la question du choix et je partage avec vous une conversation que j'ai eue avec cette belle personne et son petit supplément d'âme. Une manière de poursuivre votre exploration du territoire du choix à travers la découverte d'un parcours singulier. Aujourd'hui, je vous propose une conversation avec Fabien Tijoux, photographe et créateur du Petit Studio à Chalonnes-sur-Loire, à côté d'Angers. J'ai rencontré Fabien à l'occasion d'une séance photo. Au moment du lancement de mon activité professionnelle, la question du choix d'une photo pour accompagner ma communication s'est posée. Je voulais une photo professionnelle, bien sûr, mais qui me ressemble surtout. Et pour arriver à un tel résultat, je souhaitais rencontrer une personne passionnée, tout autant par la rencontre de l'autre que par la photographie. J'avais besoin de trouver une personne experte et bienveillante, avec laquelle je me sentirais en confiance pour créer cette photo naturelle et professionnelle. Et pour trouver une telle personne, rien de tel que le bouche à oreille qui fait toujours des merveilles. Fabien m'a été chaudement recommandé par Michel Cross et sa fille, Julie, de l'équipe des Douces Angevines. C'est Fabien qui réalise les magnifiques photos qui accompagnent et mettent en valeur les doux produits de cette si jolie marque angevine. J'avais déjà admiré la qualité des photos des campagnes des Douces Angevines. Alors quand j'ai appris que la personne qui créait ces photos faisait également des photos de particuliers à 2 pas d'Angers, je n'ai pas hésité et j'ai pris contact avec Fabien. Et nous avons pris rendez-vous pour une séance photo pro au Petit Studio. J'ai donc débarqué un matin avec plusieurs tenues sous le bras et ma boule de trac au ventre. J'ai été accueillie avec délicatesse par Fabien dans son lieu à la décoration soignée et chinée comme je les aime, qui offre une ambiance simple et chaleureuse et dans lequel on se sent immédiatement à l'aise. Au cours de la séance photo, qui reste un exercice qui n'est pas si simple je trouve, j'ai apprécié la simplicité, la délicate bienveillance, la justesse des mots et de la posture de Fabien. Et comme à chaque fois que je rencontre une personne qui apporte une épaisseur à son métier et qui incarne son métier bien au-delà de la simple fiche technique, j'ai eu envie d'en savoir plus sur lui. Je lui ai donc proposé une conversation enregistrée sur le choix. Fabien n'a pas toujours été photographe. Il a d'abord été moniteur de kayak, puis guide de raft. Ce qui, sur le papier, ne ressemble pas à une voie de navigation rectiligne, évidente et classique. Fabien a passé son enfance au bord de l'eau, à la confluence de la Loire et de la Maine, à côté d'Angers. Il y a appris à pagayer et s'est passionné pour le kayak. De sa pratique du kayak, il a gardé une capacité à choisir de propulser son embarcation dans les eaux vives de la vie pour saisir les opportunités qui se présentent et qu'il a choisi d'investir. Fabien, je crois, a avant tout le goût des rencontres et a à cœur de mettre en valeur avec nuance les personnes telles qu'elles sont. Et il aime la photographie en cela qu'elle est propice à la mise en lien, à la reconnaissance de l'autre. Fabien est arrivé à la photographie au gré d'une heureuse rencontre qui est venue nourrir l'intérêt qu'il développait pour la photo et pour les arts visuels en général. Lors d'un dîner chez ses parents, Fabien rencontre un ami de longue date de son père. Ce dernier est photographe et vit au Mexique. Il propose à Fabien, qui réfléchit à suivre une formation de photographe, de venir découvrir ce métier à ses côtés durant 3 mois au Mexique. Et c'est ainsi que l'aventure photographique démarre pour Fabien qui va découvrir le métier de photographe et le monde de la photographie de mode et de la photographie publicitaire de l'autre côté de l'océan Atlantique. En 2003, il signe un contrat avec une agence de photographes de Mexico et commence une carrière de photographe indépendant dans ce pays. Il a notamment réalisé de nombreuses collaborations avec des agences de publicité, des magazines de mode et des magazines de voyage. Et en 2006, la reconnaissance de la qualité de son travail prend la forme d'une récompense, puisque Fabien obtient le prix du meilleur photographe de mode mexicain. De retour en France, en famille, il choisit d'ouvrir son studio, le Petit Studio,
avec l'envie de faire souffler à nouveau l'esprit du photographe de proximité, avec l'envie de contribuer à redonner vie aussi aux centres désertés des petites villes de province, pourtant bourrées de belles énergies et de talents trop souvent désœuvrés. En parallèle, Fabien poursuit ses collaborations avec des agences et des magazines au gré de shootings photos dans le monde entier. La richesse du parcours de Fabien ne s'est pas dessinée en ligne droite, mais s'est construite grâce à la variété des métiers qu'il a exercés, à la diversité des lieux où il a vécu et travaillé, et à la singularité des personnes qu'il a rencontrées et qui l'ont inspiré. Au cours de notre conversation, Fabien et moi avons parlé, entre autres, de sa navigation depuis la confluence de la Loire et de la Maine vers les eaux vives de la montagne, puis l'exotisme et la démesure de Mexico, avant un retour aux sources et à la Loire, il y a quelques années. De kayak, de coups de pagaie, d'eau vive et de flots. De l'importance de faire sa course sans trop regarder celle des autres et de la possibilité d'être inspiré par la qualité du geste des autres quand on les regarde depuis la berge. De ces opportunités saisies au vol, qui infusent et qui se transforment en choix. De découverte, d'exotisme, d'ouverture et de culture. De respect, de confiance, de connexion, d'authenticité et d'alchimie. De la joie du travail en équipe pour Fabien, de confiance et de responsabilité. Du souci constant de Fabien pour la composition, qu'il s'agisse de la composition d'une photo, d'une équipe ou d'un lieu. De la place du choix en photographie, et de choix d'interprétation et de mise en scène à partir d'une idée de départ. De l'envie de Fabien de faire bouger les images. Des conditions atmosphériques propices à une séance et à une photographie réussie. De processus et de résultats, de lumière et d'opacité, de séances photos marquantes. De l'idéal du photographe de parvenir à capturer l'essence de la personne face à soi. De clics, de déclics et de claquements de doigts, ou encore de ces bulles de choix qui composent nos vies. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Fabien. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans Avez-vous choisi ? Merci à toi. Je suis ravie qu'on puisse aujourd'hui parler du choix, et du choix notamment dans la photo, puisque tu es photographe. Oui. Il y a quelques années, tu as ouvert le petit studio à Chalonnes, à côté d'Angers. Et ça n'a pas été toujours ni ton activité, ni l'endroit où tu la réalisais. Est-ce que tu peux nous préciser ce que tu faisais avant d'arriver à la photographie ? Alors, ma vie professionnelle d'avant, elle était dans le sport. J'étais guide de rafting et moniteur kayak. J'ai passé mon enfance à Bushman, qui est donc à la confluence de la Maine et de la Loire. Mes premiers travaux étaient comme moniteur kayak au club de Bushman. Et puis après, j'ai passé ce qu'on appelle un brevet d'État, spécialisé en kayak et les disciplines des associés, donc ce sont le rafting, hydrospeed, etc. Et puis, après, j'ai quitté un peu la Maine et la Loire petit à petit pour aller vers les montagnes, les rivières, les torrents, etc. Et faire du travail de saison. Donc c'était mon premier travail. D'accord. Et qu'est-ce qui t'avait fait choisir cette activité-là de guide de rafting et de moniteur de kayak ? Oh, c'est parce que je pagayais depuis l'âge de 11 ans. Et j'en ai fait quand même à relativement haut niveau. On était très très investis. Le club, c'était ma maison à une époque, à l'adolescence. C'était vraiment... c'est quand même une part importante de ma vie. Et puis, tout naturellement, on passait nos monitorats, nos brevets d'État, etc. J'ai été objecteur de conscience. Et c'est pendant l'objection de conscience que j'ai passé mon brevet d'État. Et puis après, je l'ai mis à profit parce qu'on gagnait bien sa vie en tant que saisonnier aussi. Et puis j'aimais ça, tout simplement. J'ai beaucoup aimé ça. Donc c'était à la fois une passion pour l'activité en elle-même au départ, et puis après l'envie de transmettre aussi, de partager en tout cas cette passion. Oui, l'entraînement des plus jeunes, leur apprendre à pagayer, leur apprendre des rudiments d'eau vive, ce qu'on m'avait moi-même appris quand j'étais gamin. Et c'est quoi le plus bel apprentissage que tu retires de cette expérience du rafting, de la pratique du kayak ? Alors, je dirais que c'est apprendre à faire sa course sans trop regarder celle des autres. Parce que quand on fait une course en ligne, en kayak, c'est donc des couloirs, c'est un peu comme un athlète sur une course. C'est des distances de 200-300 mètres ou 500 mètres. Et quand on fait une course et que que tout est très très serré, il suffit qu'on tourne un peu la tête. Si on tourne la tête et qu'on regarde un petit peu où en sont les autres, pour peu qu'on soit un peu devant, c'est une seconde, une demi-seconde qu'on perd à regarder celle des autres. Et on peut perdre une place, un podium, on peut perdre... Voilà. Ouais, je dirais que c'est le meilleur enseignement. De ne pas trop regarder la course des autres et continuer la sienne.
jusqu'au bout. Et parce que regarder la course des autres, dans ce que j'entends, c'est qu'il y a à la fois le risque de déconcentration, au sens de je perds du temps à regarder à côté, donc c'est autant de concentration que je perds sur ma trajectoire et la qualité de ma trajectoire. Et est-ce qu'il y a aussi le risque de la comparaison qui peut influer et perdre une dynamique? C'est quoi le risque ça principal? peut. Je dirais que tout se passe tellement vite à ce moment-là, les choses se jouent à tellement peu de choses. Les places, elles se jouent à même pas une seconde parfois, donc on n'a pas de temps à perdre à tourner. Il faut avancer, aller jusqu'au bout. Ceci dit, ça n'empêche pas d'être inspiré par les autres quand on les regarde du bord aussi. Un beau geste, un beau coup de pagaie, voilà. On peut aussi s'inspirer. Mais pendant la course, c'est pas le moment. Donc je sens qu'il y avait vraiment une grande passion et était animé, et ça reste encore très vivant en toi. J'ai mon kayak dans le jardin, je monte dès que je peux, dès que j'en ai le temps sur la Loire. Et donc aujourd'hui tu es photographe. Donc qu'est-ce qui fait qu'il y a ce changement pour toi dans ta vie professionnelle de passer de... parce que sur le papier, ça sonne pas comme une évidence de passer de guide de rafting et moniteur de kayak à photographe. Donc quel choix s'est proposé sur ta route que tu as choisi de... Alors je dirais que c'est un hasard. Alors c'est une drôle d'histoire. C'est absolument pas prémédité. J'avais le projet de rentrer dans une école de photo à Paris, qui était soit les Lumières, soit la Fémis, qui sont des écoles, on va dire, plutôt renommées. Et je faisais de grosses saisons de raft justement pour essayer de me les payer. Et puis une saison de raft de 4 mois à peu près, en septembre, je passe par chez mes parents pour les voir, ça faisait 4 mois que je ne les avais pas vus. Et à la maison se trouve un homme qui s'appelle Christian Besson, qui était un ami d'enfance de mon père, de Bushman aussi. Et qui était photographe, mais lui, depuis 20-25 ans à Mexico. À Mexico, ok. Établi à Mexico depuis pas loin d'une trentaine d'années, et je me souviendrai toujours, c'était l'époque de Claudia Schiffer, tous les premiers méga modèles. Et il arrivait avec ses photos de Claudia Schiffer, parce qu'il était spécialisé en mode, et un peu de pub aussi. Et il était de passage à Bushman, il revenait une fois ou deux par an à Bushman, il avait ses parents qui habitaient à Bushman encore à l'époque. Et je le trouve attablé, à dîner avec mes parents, et j'y suis resté dîner. J'ai passé la soirée avec eux, on a dîné. Christian était au courant de mes projets d'inscription à cette école et à ces écoles. Mes parents lui en avaient parlé. Et puis, en cours de repas, en discutant, il me propose une invitation de 3 mois chez lui à Mexico pour me mettre un peu le pied à l'étrier, me montrer un petit peu ce qu'est le travail de photographe, de mode en l'occurrence. Donc, c'était une occasion géniale de se parfumer un petit peu de tout ça. Bref. Et puis en 97, d'avril à juillet, je suis allé là-bas à Mexico. Et je suis parti. Et puis pour faire court, je suis parti 3 mois et j'y suis resté 10 ans. Donc parti pour une aventure de 3 mois, tu es resté 10 ans. Ouais. Donc ce que j'entends aussi, c'est que la photo faisait déjà partie de ta vie en fait. Déjà quand tu faisais du kayak, la photo était déjà dans tes projets. C'était un projet, mais elle ne faisait pas partie de ma vie. Je ne peux pas dire que je suis un photographe à qui... mon grand-père m'a mis un appareil dans les mains à l'âge de 5 ans, ça a été la révélation, j'ai pas arrêté, ensuite je n'ai cessé de photographier. Non. Pour moi, la photographie était un projet, l'audiovisuel en général était un progrès, ça pouvait très bien dévier vers le ciné, vers peut-être le dessin, je sais pas. Mais j'en avais absolument aucune idée, c'était vraiment à l'état de projet à l'époque. Et la photo, je dirais, avec le temps s'est dilué, enfin, ça m'a imbibé avec le temps, j'ai infusé dans la photo, mais je dirais pas que ça a été une passion. Pour être tout à fait honnête, au départ, c'était l'exotisme de Mexico qui m'a plu. Et c'est aussi une des premières raisons pour lesquelles j'y suis retourné juste après cette invitation de 3 mois. C'était vraiment... le choix de retourner à Mexico n'était pas un choix photographique, c'était un choix d'instinct, on va dire. De quoi? De dépaysement, de nouveautés culturelles, d'ouverture? Tout ce que me proposait la photo de mode aussi, qui était quand même très très grisant, la photo de mode et publicité, parce que c'est comme ça que j'ai commencé. Et c'est quand même un travail qui s'est fait en équipe avec des maquilleurs, des coiffeurs, toute une équipe. Donc c'était pas l'image du photographe seul avec son appareil photo. Et j'ai trouvé ça très très séduisant de travailler en équipe parce que c'est une combinaison de beaucoup de talents pour arriver à faire une image réussie finalement à la fin. Et on n'est jamais seul dans ce genre de projet. Donc je trouvais ça très très chouette. Tout m'a beaucoup plu. Autant l'exotisme de Mexico, sa vie culturelle, sa démesure aussi, parce que Mexico est une ville complètement démesurée, on est à plus de 20 millions d'habitants. Il faut imaginer que Mexico, c'est une ville qui, dans son diamètre, fait en gênante. Donc voilà, tout était moi qui sortais de Bushman, pour moi, c'était une expérience l'exotisme total. Ouais, c'était vraiment bien. Ouais.
Et alors, cette différence entre ce projet initial de 3 mois, puis finalement une durée de 10 ans, est-ce que cette durée de 10 ans, tu l'as imaginée assez tôt, au démarrage de cette période de ta vie, ou est-ce que c'est finalement les opportunités qui ont fait que ça a duré 10 ans et qu'au bout de 10 ans, tu as eu envie d'autre chose? Non, en 10 ans, c'était un cycle. Quand j'ai décidé d'y repartir, j'y repartais avec l'idée de me former sous forme d'assistanat, en fait. Et ça a été ma formation. J'ai assisté une dizaine de photographes en freelance. Ça m'a permis de gagner ma vie tout en apprenant. Ce qui était un point important, parce que je partais avec peu d'argent finalement. Il fallait vivre. Mexico est une ville relativement chère quand même, donc il fallait gagner correctement sa vie. Et c'était l'opportunité d'apprendre, et de bien apprendre. Et je dois dire que c'était... Moi, pour ma part, ça me convenait assez, ce genre d'apprentissage. Bien plus qu'une école. Là, on était dans le bain, on était dedans. Et j'ai assisté une douzaine de photographes pendant 3-4 ans à peu près. D'accord. Tous en mode et en publicité. Donc voilà, le temps d'apprendre, ça m'a pris 3-4 ans au moins. C'est en 2001 que je me suis lancé, 2001-2002. Et donc là, tu t'es lancé à Mexico en tant que photographe. Ouais. Toujours t'as prolongé l'expérience dans l'univers de la mode et de la publicité, c'est ça? Qu'est-ce que tu as aimé dans cet environnement rapidement, visiblement? Parce qu'il y avait ce que t'en disait Christian Besson, et puis après il y a eu ta propre expérience. Qu'est-ce qui a été plaisant, grisant pour que tu choisisses d'y rester et de continuer d'ailleurs d'y travailler aujourd'hui? Là encore, c'était tout naturel. Je n'ai travaillé qu'avec des photographes de mode. Donc c'était le milieu dans lequel j'avais évolué depuis 3-4 ans, que je connaissais. Mes connexions étaient déjà plus ou moins faites. Et puis la mode, c'est un merveilleux prétexte pour faire de belles images en réalité. C'est un très beau contexte pour faire de belles images parce que voilà, on travaille dans des endroits qui sont souvent très valorisants. Que ce soit un désert, que ce soit une plage, que ce soit une montagne, que ce soit une campagne, que n'importe où, enfin n'importe quel, ce sont de très beaux lieux. Même un studio, on peut en faire un truc formidable. Enfin, tout est libre. Et puis après, il y a tout ce travail en équipe que moi j'ai vraiment adoré, qui m'a plu depuis le début. On construit une image, on n'est pas seul. Moi, j'avais besoin de me sentir appuyé. Au début, quand on commence, on se sent un peu fébrile. On a du mal à prendre, même si tout le monde s'en remet à toi quand même. T'es le photographe, donc c'est toi qui décides de ton maquilleur, c'est toi qui décides de ta styliste ou ton styliste, de ton coiffeur. Voilà, tu choisis ton équipe, tu portes garant de leurs résultats quand même. Et à la finale, la photo, elle est signée de ton nom, donc c'est ton crédit qui apparaît d'abord et avant tout. Donc il y a une part de responsabilité, mais en faisant tellement confiance à cet entourage-là que finalement, c'est pas un poids démesuré à porter. Et comment tu choisissais justement, ou comment tu choisis les équipes qui t'accompagnent dans tous ces éléments de composition de la photo finalement J'avais pu faire mon casting en travaillant comme assistant. Ouais. En travaillant comme assistant, j'avais vu tout un tas de coiffeurs, maquilleurs, maquilleuses et compagnie. Donc, disons que j'avais fait un pré-casting. C'est par l'observation, à la fois de la pratique professionnelle, puis peut-être aussi de la... Puis par goût aussi, après. Ouais. Le goût, la posture aussi peut-être des personnes. Posture, l'attitude des gens, de quelle manière ils se comportaient. Moi, j'aime bien travailler sans hystérie sur les plateaux. J'aime que ce soit qu'il y ait une espèce d'énergie... qui est une énergie commune qui porte une image, un projet, une journée, le temps d'une journée au moins. Et il ne s'agit pas d'avoir un hystérique ou une hystérique ou quelqu'un de particulièrement désagréable, enfin, de starlet ou de... Oui, enfin voilà, que des gens simples quand même. Moi, je venais de Bushman, je savais d'où je venais, j'ai pas d'éducation particulièrement excentrique ni quoi que ce soit. Il y a tous les gens pour évoluer de la même manière. Enfin, il y a des gens pareils. Enfin, il y a quelques stars, évidemment. Il y a des gens qui ont des petites... l'aspect humain est quand même vachement important à prendre en compte. Quand on travaille, on passe du temps ensemble, on prépare ensemble. Donc, il faut que ce soit agréable. Et alors, justement, comment tu choisis dans l'univers de la mode, de la publicité, il y a toute une phase de... comme à chaque fois dans une composition photographique, mais j'imagine que là, pour tes choix, qui doivent rester des choix que tu veux artistiques aussi, il y a tout un cahier des charges, il y a toute une contrainte, il y a une équipe que tu mobilises. Comment tu navigues avec tout ça? C'est-à-dire
ces exigences et ces contraintes de par le contrat qui est passé, et cette envie artistique que tu as, comment est-ce que tu combines tous ces facteurs pour produire la photo que tu souhaites? Bon, alors déjà, quand on fait appel à un photographe, si une agence fait appel à un photographe, c'est parce que le photographe a déjà un style qui correspond à l'idée. Au travail du créatif de l'agence qui a déjà préparé le travail, qui a déjà l'idée, qu'il a déjà vendue au client. Ensuite, il s'agit de trouver la personne, en l'occurrence le photographe et son équipe, qui va la mettre en œuvre. Si un photographe est choisi, c'est qu'il a déjà un style, une patte, quelque chose, une manière de mettre en scène, voilà, qui colle à l'idée de base déjà. Mais ceci dit, ça ne veut pas dire qu'on va l'exécuter tel quel non plus. Et un photographe, il est là aussi là pour apporter sa propre interprétation de l'idée, sa propre manière de l'envisager, sa propre manière de la réaliser, avec toute une équipe là encore une fois. Et c'est une jeune négociation en fait. Les choses, ça dépend du projet, mais après il y a des projets où les choses sont déjà très très arrêtées, très figées. Il faut aller par là, il faut que ça se réalise comme ça, c'est vendu, le client la veut comme ça, voilà, on ne va pas trop déborder du cadre. Et puis il y a d'autres cas où tout est ouvert. On peut proposer d'autres choses. Voilà. Et puis après, in situ, il se passe aussi plein de choses. Il y a des bons accidents, des accidents heureux, des petits, voilà. Et puis tiens, finalement, c'est pas plus mal, c'est mieux. Et puis une image va vivre une vie, parfois une image vit une vie qui est complètement inattendue. Enfin, elle était prévue pour une petite campagne et finalement elle sort en 4x3. Enfin voilà, il y a beaucoup d'histoires drôles comme ça, d'images qui étaient prévues pour une toute sur peu de diffusion, peu de support, et qui finalement se retrouvent en 4x3 dans les rues, un affichage urbain démesuré. Enfin voilà, il y a plein de cas. Et justement, tu parlais tout à l'heure du fait qu'un photographe, notamment dans l'univers de la mode et de la publicité, est choisi par rapport à ses travaux déjà existants et son style en fait. Toi, tu décrirais comment ta signature de photographe? C'est pas facile ça à dire. Qu'est-ce que tu as envie? Qu'est-ce que tu choisis de mettre en fait? Qu'est-ce que tu espères voir apparaître dans le cadre? Qu'est-ce que tu essayes de faire émerger quand tu appuies sur le... Quand on travaille en portrait, on a toujours envie d'arriver à l'essence des gens, mais c'est l'idéal. On ne sait jamais quelle est l'essence de la personne qui est en face de nous, pas toujours en tout cas, ou très rarement, mais on a envie d'un moment, des fois, ça arrive de le sentir quand même, ce moment privilégié, c'est une espèce de connexion, et là on sait qu'en appuyant, des fois on appuie, mais on sait qu'on a déjà l'image, et on appuie par pur plaisir parfois, ou juste pour aller plus loin, si c'était possible encore. Mais arriver à l'essence d'une image, d'une construction, d'une mise en scène comme ça, avec cette essence même, l'âme de la personne qui est photographiée, c'est quand même là, pour un portraitiste, que ce soit du pur portrait ou du portrait mode, on va dire, dans un contexte mode, c'est quand même l'idéal. Il y a des gens qui y arrivent, il y a des très très bons portraitistes vivants encore, que ce soit Annie Leibovitz, que ce soit certains autres passés qui sont cultes et références aujourd'hui, comme Irving Payne et d'autres encore, mais l'essence, arriver à l'essence, c'est quand même l'objectif numéro 1 quand on prend quelqu'un, quand on a une relation. Le simple fait qu'une personne rentre dans un studio pour se faire photographier, que ce soit dans un contexte mode ou que ce soit par exemple le studio d'une personne, tout à chacun qui décide de se faire un portrait, c'est quand même une démarche particulière que de se mettre devant un appareil photo. Et rien que ça se respecte. Et il faut bien mesurer les enjeux qu'il y a chez certains, il y en a plus que d'autres, mais une personne qui pénètre dans un studio pour se faire photographier et qui se donne comme ça d'une certaine manière, oublie encore juste ce qu'elle va transmettre, ce qu'elle va donner, c'est quand même, et ce qu'elle est prête à donner, c'est quand même une démarche déjà à saluer. Et donc nous, en tant que photographe, on se doit de respecter ça déjà à partir de là et de dire déjà bravo, et puis à partir de là, essayer de construire, de faire quelque chose. Et quels sont les ingrédients auxquels tu choisis d'être attentif quand tu crées un environnement pour une séance photo, justement, que ce soit pour un mannequin, un professionnel ou pour un anonyme, on va dire, qui vont te permettre, au regard de ton expérience, de tout ce que tu as, de tous les travaux que tu as pu conduire jusqu'à présent, qui vont te dire, de mon côté, je fais le maximum pour que l'environnement soit propice à accéder justement à l'essence de la personne que tu décrivais tout à l'heure. C'est quoi?
ces éléments que tu choisis, auxquels tu choisis d'être vigilant? Déjà, c'est mon attitude, en premier lieu. Il faut accueillir, il faut savoir accueillir, être accueillant et mettre à l'aise. Je dirais que c'est la première condition quand même. C'est très important de mettre les gens à l'aise. Encore une fois, la démarche qu'ils ont. Après, travailler dans un contexte mode, un travail publicitaire, c'est différent. Tout le monde est payé, il y a des accords, il y a des agents, tout le monde vient travailler, tout le monde a quelque chose à faire, tout le monde a quelque chose, une mission à remplir. Son cahier des charges, quasiment déjà. Ouais. Donc là, c'est quelque chose, tout le monde est sur un même pied d'égalité, c'est le travail. C'est ce qui fait la différence entre un travail et un professionnel et un amateur. Ce jour-là, à telle heure, il faut une image. Il faut la sortir coûte que coûte. Donc là, je dirais que c'est un peu différent. On privilégie le savoir-faire, on privilégie toutes les ressources qu'on a à disposition, de l'expérience, et puis le goût, voilà. Et puis la disposition à travailler tous ensemble pour arriver à quelque chose. Après, dans un contexte où on travaille des particuliers, des gens qui veulent, qui sont pas là pour, qui font la démarche et même de payer pour se faire un portrait. Là, il faut vraiment savoir accueillir, déjà, mettre à l'aise, c'est très important. Et puis, un truc tout bête, mais la musique. La musique dans un studio. Imaginez se faire prendre en photo dans un silence. Ça peut être plombant. Un peu plombant, ouais, inhibant. Un peu flippant même. Ça peut être déconcentrant. Ça peut déconcentrer certaines personnes. Donc il faut trouver une musique qui plaise. Moi j'ai des playlists au studio pour différents contextes, différents types d'images à réaliser. Et créer une atmosphère, c'est quand même une atmosphère accueillante, rassurante, qui met en confiance. Il n'y a pas d'enjeu. Bien souligner qu'il n'y a pas d'enjeu particulier. Il va juste falloir être soi et puis ne pas mettre la pression, donner le temps, dire qu'on a le temps. Toujours, on a le temps de le faire. Tu parlais de playlist. Comment tu choisis la playlist Il y a de toutes les playlists. Il y a vraiment beaucoup de choses. Ouais. C'est par rapport à la personne que tu vois arriver, tu te dis tiens, aujourd'hui je vais plutôt mettre ça, ou est-ce que c'est comment toi tu te sens ce jour-là aussi c'est un mélange de tout ça. Après il y a la playlist principale, on a tous un compte Spotify ou Deezer, moi j'ai un compte Deezer où j'ai la playlist coup de cœur où je clique en coup de cœur tous les morceaux qui me plaisent, et donc là c'est très hétéroclite, il y a beaucoup de choses de styles très différents. Ouais. Et puis après il y a quand même les playlists plus pointues, plus inscrites dans leur style, donc à un moment un petit peu plus faut que ça plus rythmé, il faut que ça on se dit on a un morceau punch qui dure 3 minutes et quelques, on a 3 minutes et puis pam et on shoot pendant 3 minutes et on y va. Des choses plus intimes, des musiques, souvent des musiques de films, certaines musiques de films aussi qui invitent à l'introspection, à quelque chose de plus intime, après qui invite à m'oublier presque. Et juste rester soi, oublier la photo, oublier l'appareil, oublier le studio, tout oublier. Donc c'est créer quelque part les conditions qui permettent la connexion à soi, c'est-à-dire de se libérer de l'enjeu de oh là là, je viens faire une photo et ça doit être la photo, il faut que je sois bien, et du coup c'est l'idéal pour se figer, j'imagine, et se tendre quasiment physiquement. Et toi tu as à cœur de créer l'environnement qui va être propice à favoriser justement une forme d'oubli des conditions, notamment de cet appareil photo, de cette boîte qu'on voit face à soi, et de cette personne dont c'est le métier de mettre en valeur les personnes. Et les enjeux qui vont avec, les enjeux d'un résultat qui est encore à définir. Tu as fait le choix il y a quelques années, justement, je crois que c'était il y a 2 ans, d'ouvrir le petit studio. Il y a presque 3 ans. Ouais. Presque 3 ans. D'ouvrir le petit studio à Chalonnes, à côté d'Angers. Sur le papier, ça paraît 2 mondes complètement différents, parce que tu continues à travailler dans le monde de la mode, de la publicité, tu travailles aussi avec notamment des musiciens. Sur le papier, ça semble être des environnements et des intentions différentes de travailler dans un monde qu'on imagine très showbiz, qui va vite, etc. Et de l'autre côté, d'avoir le petit studio qui est, et je sais que c'était un choix volontaire de ta part, de créer presque une boutique d'artisanat de proximité pour accueillir justement des anonymes, des personnes qui veulent être prises en photo et qui ont une intention familiale, professionnelle, etc. Or, je sens que c'est volontaire et qu'il y a un « et » dans ce choix d'être
dans la construction sur l'ouverture au monde et en lien avec cet univers de la mode et de la publicité que tu aimes pour toutes les qualités notamment esthétiques que ça te permet de découvrir et de développer. Et puis cette intention de proximité et d'être au contact de l'essence de chacun. Est-ce que c'est ça ? Ouais, c'est bien résumé, ouais, c'est ça. C'est aussi l'opportunité, mes choix ils sont souvent faits sur la base d'une opportunité, une sorte de signe, une espèce de... Bon, c'est souvent accompagné d'une réflexion quand même, on ne se lance pas non plus dans une petite aventure comme celle-ci sans mûrir l'idée, mais le studio à Chalonnes, bon déjà j'habite à Chalonnes. Quand on est rentré de l'étranger, la France avait changé quand même en 10 ans, on ne louait pas un appartement ou une maison de la même manière qu'on la louait 10 ans auparavant. Enfin 10 ans auparavant, un contrat de location tenait en une feuille A4, on signait en bas et puis c'était terminé. 10 ans après, on nous a demandé 50 000 trucs. Enfin bref, nous on avait des comptes en dollars et en pesos, nous personne ne voulait. C'était laborieux. C'était un peu laborieux et c'est à Chalonnes qu'on a atterri en 2008, 2007-2008. Ouais. Et ça a été plutôt une agréable surprise. Moi, je craignais un petit peu quand même, après avoir vécu dans des grosses villes quand même. Le retour à Chalonnes, je le craignais un petit peu, même si mon enfance était à Tabouchemaine, je savais à quoi m'attendre. Je voulais revenir sur les bords de Loire aussi, ça c'était quelque chose que je voulais. Oui, de Mexico à Chalonnes, voilà, y a quand même deux univers différents quand même. Il y a quand même un gros cran. Mais j'ai rapidement retrouvé mes marques quand même. Et puis c'est un jour, en devant me faire une photo d'identité pour partir sur un voyage en reportage, je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus de photographe. Le photographe venait de prendre sa retraite. Il n'y avait plus moyen de se faire une photo d'identité tout près. Les photomatons, je l'avais bien tenté, mais les photos étaient horribles. On me les avait refusées en préfecture. Enfin bref, et là, je me suis dit, bon, il y a peut-être quelque chose à faire, refaire souffler l'esprit du photographe de proximité. Et puis, on parlait beaucoup déjà des centres-villes, que ce soit de villes comme Angers mais plus encore de villes moyennes comme celle de Chalonnes qui sont désertées de plus en plus. Ne parlons pas des villages plus petits encore, parce que Chalonnes c'est quand même 7000 habitants, bon, c'est quand même une petite ville, c'est pas un village non plus. Oui, tout à fait. Et je me disais que je suis de la campagne quand même au départ, et j'avais à cœur ça me fait toujours du mal de voir des centres-villes désertés. C'est une des premières choses qui m'a fait un peu tiquer quand on est rentré en France, c'est de voir tous ces villages un peu désertés. Je trouvais ça d'une tristesse terrible. Après tant d'animation, tant de vie dans des villes qui bouillonnent 24 heures sur 24, etc., voir des villes désertées comme ça, je trouvais ça un peu... Oui, ça crevait le cœur. Et du coup, je me suis dit que si je pouvais contribuer d'une certaine manière à refaire souffler cet esprit du commerce de proximité, du photographe de proximité en l'occurrence, avec des services qui peuvent servir à tout le monde, hein, et la photo d'identité en est une, mais il n'y a pas que ça évidemment. Et j'ai fait ce choix de le faire à Chalonnes plus qu'à Angers. Bon, il y a des raisons financières évidentes aussi. À Chalonnes, on loue un espace beaucoup moins cher qu'à Angers, c'est quand même une évidence aussi. Les risques sont moins importants et ça rentre aussi dans le calcul. Au départ, on essaye de faire les choses à la mesure de ses moyens. Moi, j'en avais peu en rentrant, donc c'était aussi une manière de tester l'activité. Aujourd'hui, on pourrait très bien monter quelque chose à Angers, mais l'idée maintenant est plutôt d'étendre le studio et de le développer un peu plus encore, mais toujours à Chalonnes en fait. Et alors justement, quels sont les choix qui s'annoncent pour toi? Tu dis qu'il y a cette envie de développer sur Chalonnes. Ce serait pour agrandir le panel de services proposés, ou c'est pour creuser davantage le sillon d'une des options? Qu'est-ce qui t'appelle aujourd'hui? Parce que le studio s'appelle le petit studio, il porte bien son nom parce qu'il est vraiment petit. Déjà, le studio en soi, il a une capacité d'accueil très très restreinte. On ne peut pas photographier un groupe de plus de 6-7 personnes. L'avantage, c'est que ça fait des photos câlins. Tout le monde est très très collé serré, c'est très chaleureux, tout ça, bref. Mais ça reste quand même très très limité comme espace. Donc déjà, il faudrait l'agrandir. Ce serait déjà une bonne chose pour pouvoir travailler convenablement et puis se donner plus d'options d'éclairage aussi. Un studio petit, ça permet moins d'options de type d'éclairage. Donc ça limite techniquement parlant aussi. Et ça, c'est un petit peu frustrant par moment. Et puis, je crois fermement que Chalonnes a un bel avenir. Je crois fermement que Chalonnes, son attractivité, il peut y avoir des choses à faire. Bon, je parle de Chalonnes parce que j'y habite, mais je pense que d'une manière générale, on peut déplacer les gens des villes vers sa périphérie le temps d'un week-end ou de certains moments en fin de journée ou pendant les vacances. Mais
Je pense qu'il y a quelque chose à faire pour le bien de tout le monde en fait. Tout le monde est très mobile maintenant et c'est très facile pour les Angevins de venir jusqu'à Chalonnes. Je reconnais que moi, Chalonnes, je n'y mettais pas beaucoup les pieds avant d'y venir. Il y avait une espèce de frontière, là, cette frontière des 10-15 km quand même. Bon, c'est 25 minutes, Chalonnes, 25 km, mais je me dis que ce serait dommage de ne pas pousser, de ne pas tenter l'histoire un petit peu plus avant encore. Et l'idée va être de développer Chalonnes, mais le petit studio, mais de manière un petit peu plus, comment dire, multicarte. Il y aura toujours l'offre photographique telle qu'elle est aujourd'hui, mais elle sera adaptée dans un espace plus grand. Mais l'idée qui traîne est d'en faire un lieu multiculturel aussi, enfin proposer, l'étendre à quelque chose d'un petit peu plus... si on veut le dévoiler un petit peu, avoir un espace café, un espace pouvoir... Voilà. On peut prendre un café, on peut prendre un petit déj, on peut prendre un verre éventuellement, on peut se retourner vers un mur avec des livres d'art, des livres de photographie, des choses comme ça. Quelque chose d'une offre un petit peu plus étendue, mais toujours en lien avec la photographie. J'entends ton souhait aussi de créer des espaces qui créent du lien en fait. Derrière cette envie d'un commerce de proximité, ça va de pair avec cette envie que tu as d'aller capter l'essence des personnes que tu photographies. Il y a ce souhait d'authenticité et de connexion à soi et à l'autre. Et derrière ce projet qui est en train de se former finalement. C'est une idée pour l'instant. Voilà, d'une idée. De voir comment est-ce que finalement toutes tes expériences peuvent créer, de permettre et d'autoriser les personnes qui passent par cet espace, de créer du lien et d'avoir un espace un peu sécurisé, à la fois de connexion, d'authenticité et aussi de développement artistique. De connexion à une sensibilité en fait, à notre humanité tout simplement. Oui, parce que j'ai rencontré beaucoup de gens extrêmement intéressants. Je voudrais qu'on sorte un petit peu l'image de la personne qui vit dans ce genre d'endroit, de ce format de petite ville, comme le Bouzeux moyen ou le Beauf toutes ces choses un petit peu, ces jugements un peu sommaires et raccourcis. Il y a des gens qui sont quand même extrêmement, qui sont délicieux, il y a des gens qui sont extrêmement instruits, il y en a qui le sont moins, mais qui sont d'un bon sens à tout rompre. Et, il y a de tout, il y a vraiment de tous les types. Et je pense que créer un endroit comme celui-ci mérite le projet mérite parce que je pense qu'il y a moyen de rassembler tout ce monde-là, en fait, tous ces gens que j'ai rencontrés qui... il ne s'agit pas de faire un PMU, évidemment, parce que je ne sais pas faire ça, mais il s'agit de trouver le moyen de... J'aimerais qu'on enlève cette étiquette de gens peu intéressants sous prétexte de vivre en périphérie d'un centre-ville, etc. Enfin, oui, c'est comment mettre en valeur, en fait, avec nuance, les personnes telles qu'elles sont. Et c'est ce que tu fais dans ton travail de photographe. Et c'est ce que j'entends de ton souhait de créer ce type d'espace, en fait. Ouais. C'est vraiment une idée pour l'instant, hein. C'est difficile. En fait, l'idée est précise, mais c'est comment la mettre en... Là encore, on a affaire à... Il faut créer une atmosphère, il faut créer quelque chose qui soit pas répulsif pour... un endroit qui puisse accueillir vraiment tous les gens, tous les styles, à toutes heures. Et puis après, tu sais, en plus, il y a le petit studio tel que je l'ai monté. J'ai travaillé pendant 2 ans et demi tout seul. Je viens d'embaucher une personne qui est formidable, Stéphanie Naud, qui est une très bonne photographe, qui fait des choses très différentes des miennes et qui vient compléter l'offre photographique au sens où elle fait beaucoup de photos de famille, de grossesse, de naissance, des choses que je faisais assez peu, moi, finalement. Enfin, que je fais pas du tout. Et ça me paraissait important de pouvoir élargir ça. Stéphanie est arrivée. Et c'est vrai que son arrivée, ça m'a permis de revenir un petit peu à ce travail d'équipe que j'avais perdu depuis mon retour, en fait. Et le travail d'équipe dont on parlait tout à l'heure pour la mode, moi, c'est ce qui m'a botté, c'est ce que j'aime, c'est travailler. Voilà. Et le projet d'élargir le studio, c'est aussi de recréer une équipe, en fait, clairement. Travailler pendant 2 ans et demi tout seul pour tout faire, etc. Monter un projet comme celui-ci, quand même, il est petit, il est quand même très très prenant, très, très énergivore, très, très chronophage. Enfin bref,
Oui, parce que tu continues à aller Ouais. faire des shootings photos à l'étranger, enfin en France peut-être aussi, mais c'est Un petit ça. peu moins quand même, parce Ouais, qu'il a fallu être plus présent sur le c'est studio, ça. mais bon, tout ça, ouais, ça a été 2 ans et demi assez éprouvant quand même. Ça, on prend quelques années dans la vie, en 2 ans et demi. On fatigue un petit peu à l'ouvrage, et puis on finit par mal faire les choses, à vouloir tout faire tout seul. Donc il y a le risque qui a été pris j'ai pris le risque de prendre Stéphanie. Pour l'instant, elle n'est qu'à mi-temps, mais bon, c'est la personne qu'il fallait pour le studio. Déjà, je m'en réjouis, elle est très bien, elle est parfaite même. Mais pour la suite, l'idée de ce développement du studio, c'est vraiment de créer une équipe, voilà, et qui est créer des emplois, tout simplement aussi, hein, parce qu'il y a tellement de personnes qui sont désœuvrées, qui sont pourtant tellement talentueuses. Enfin, je les vois, ils sont là. Mm. Il faut créer les conditions il y a tellement de, enfin, il y a tellement de gens talentueux qui sont désœuvrés. Enfin, je trouve ça, c'est un énorme gâchis en fait. Et il y a quelque chose à faire aussi en ce sens-là. C'est un peu pour ça que je le fais aussi. Et puis de manière un peu plus égoïste, c'est vrai, pour m'entourer d'une équipe et puis me sentir moi seul, clairement. Ce que j'entends dans ce que tu dis là, que tu me partages, c'est aussi ce souci constant que tu as de la composition. Là, tu parles de la composition d'une équipe pour fabriquer un ensemble cohérent et qui apporte une valeur ajoutée à une communauté, à un espace de vie. Et hier soir, en préparant notre rencontre, je suis allée regarder à nouveau, parce que je les avais déjà découvertes, mais tes photos qui sont sur ton site. Et ce qui me marque le plus, ce qui me touche beaucoup dans ton travail, c'est ce qui est de l'ordre de la composition, justement, de tes photos, où je perçois cette envie que tu as de créer une harmonie entre le modèle que tu photographies, l'environnement qui est créé, et pour moi ça se matérialise par la sensation presque de voir une texture dans tes photos. Et j'entends ça en fait dans ton projet aussi de développement du petit studio, etc. Est-ce que c'est ta clé d'entrée pour créer, que ce soit ici, une photo ou créer un projet comme ça, c'est quels sont les éléments à ma disposition et comment est-ce que je travaille pour que ça fasse clic? Ouais. Oui, clairement, il y a de ça. Alors après, je ne sais pas si c'est l'âge, mais je pense que petit à petit, j'épure dans la composition. Mais c'est vrai que je peux pas... Il y a de très belles photos où la personne est tout simplement debout, les bras ballants, joint contre les cuisses, les mains contre les cuisses, et puis ça marche. Voilà, c'est une magie, une espèce d'aisance face à l'appareil où ça marche. Bon, ceci dit, c'est pas donné à tout le monde. Et donc, quand c'est pas donné à la personne que j'ai en face de moi, il faut composer, effectivement. Il faut créer... il faut un soutien, il faut savoir aider à poser une main quelque part, etc. Donc là, c'est à partir de là qu'on commence à composer. La composition, elle a ses raisons esthétiques d'être, mais elle a aussi ses raisons humaines. Quand on ne sait pas combien de fois j'ai entendu qu'est-ce que je fais de mes mains, qu'est-ce que je fais de mes bras, et qu'est-ce que je fais maintenant. Enfin, ça, c'est des questions qui se posent naturellement pour quelqu'un qui n'a pas l'expérience de poser. Et donc la composition, elle est là pour ça aussi. Elle est là pour aider un petit peu le ou la modèle à trouver une posture. Et puis petit à petit, voilà, je compose quelques éléments en main, mais l'idée est d'en mettre de moins en moins quand même. Avant, j'en mettais beaucoup. J'en mettais partout même. Plus il y en avait, plus c'était réussi forcément. Mais alors après, je ne sais pas si c'est l'âge, mais c'est vrai que j'en mets de moins en moins quand même. J'essaie de faire en sorte que chaque élément qui compose l'image ait sa raison d'être. Et que ça ait un sens. Petit à petit, ouais. Alors je sais pas si on parle de direction de modèle comme on parle de direction d'acteur, mais tu as quand même la particularité de photographier et des modèles professionnels, donc qui savent de fait, je pense que, je sais pas comment ça se passe, un shooting photo avec des mannequins, mais qui ont une maîtrise et une expérience qui fait que ces personnes savent comment se positionner par rapport à une lumière, bouger un corps, etc. Et puis, tu photographies aussi beaucoup des musiciens ou des groupes de musique, Ouais. donc qui alors n'ont pas forcément l'habitude de la photo, mais qui ont l'habitude de la scène, peut-être aussi d'avoir un regard d'un public sur soi. Donc ça peut-être que ça, je sais pas, tu me diras si ça change quelque chose ou pas. Et puis tu photographies aussi des personnes qui, comme moi, ne sont pas
forcément habituées et pour certaines pas même à l'aise, qui ont envie d'avoir une photo mais qui ne sont pas forcément à l'aise. Qu'est-ce que ça a comme incidence dans tes choix pour, alors je ne sais pas si c'est le bon terme, diriger ou en tout cas accompagner la personne dans le shooting photo? Alors, pour les musiciens, pour autant qu'ils soient habitués, enfin, certains plus que d'autres habitués à la scène, mais il y a quand même le mouvement. En photo, on vient figer le mouvement, on vient figer l'instant et ça ne les rend pas forcément plus à l'aise, clairement, de travailler en photo. Certains plus que d'autres, mais d'une manière générale, ils ne sont pas plus à l'aise que d'autres personnes comme toi ou moi-même, hein, parce que moi j'ai choisi mon côté de l'appareil. Me mettre devant l'appareil, c'est pas forcément très évident quand on me le demande de le faire. Mais justement, je comprends le malaise. Du coup, mes choix pour les diriger, je dirais qu'ils sont un peu, ils sont toujours les mêmes. Hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est quand même mettre les gens à l'aise. Il n'y a pas 1000 cas de figure non plus. Il y a ceux qui sont très habitués. Effectivement, il y a des mannequins. Alors certains là encore certains plus talentueux que d'autres, et qui ont une aisance, qui savent, qui prennent la lumière, qui posent et qui connaissent leur corps, leurs expressions par cœur. Et là, c'est un délice parce que c'est fluide, quoi. C'est très fluide. Il y a juste à appuyer sur le bouton, c'est un vrai bonheur. Et puis ça marche tout seul. Ils sont force de proposition eux-mêmes. Enfin voilà, c'est dans leurs attitudes, ça marche. Après, pour les autres, il faut encore une fois réunir les conditions de confiance, donner le temps, leur montrer les images. C'est-à-dire que souvent une séance photo, je fais le choix de ponctuer la séance photo pour leur montrer. Aujourd'hui, avec le digital, on peut prendre la photo et puis instantanément ça passe sur l'ordinateur. Donc voilà, tout ça est relié, tout ça on travaille à ce qu'on appelle en connecté. Et la photo s'affiche. Au fur et à mesure qu'elle se prenne, elle s'affiche sur l'écran. Et là, on en prend un certain nombre, et puis on regarde. Et ça les rassure beaucoup de voir le résultat. Se rendre compte que finalement, c'est pas si mal. Et ça les met un petit peu plus en confiance. Et petit à petit, comme ça, on avance. On regarde, on corrige, on affine, et on repart. Ou alors, on repart sur complètement autre chose, s'il y a besoin, mais juste leur montrer que c'est pas mal, on peut continuer là, ou alors on peut complètement changer, on peut passer à autre chose. Mais il y a toujours une porte de sortie, il y a toujours une solution pour arriver à une image, une suivante. Donc voilà, c'est les deux schémas principaux. Quelqu'un de très aisé, puis quelqu'un qui a besoin d'être assuré en permanence. Et on crée les conditions atmosphériques. Et puis techniques après pour les rassurer. Et là, tu évoquais le choix de la photo qui va, alors j'imagine, soit pour une campagne de mode, de pub, mais aussi pour la personne qui vient au studio et qui va choisir la photo à retenir au final. Il y a souvent beaucoup d'enjeux à ce moment-là. Ouais, comment, soit pour soi, en tant que photographe, quand c'est la campagne, et on a un contrat, et même s'il y a plusieurs décideurs, il faut choisir la photo. Et puis pour la personne qui vient aussi choisir une photo, il y a ce choix final. Comment tu procèdes, toi, pour te dire, bon, moi, c'est celle-là la photo? Alors, je dis jamais c'est celle-là la photo, d'abord. Enfin, pas jamais le premier. Moi, je veux dire, oui, non, mais intérieurement déjà, pour toi. Moi, et après, comment tu accompagnes le choix aussi? En général, j'ai rapidement mon opinion sur la photo finale. Pas toujours, mais parfois j'ai rapidement ma préférée. Ou un lot de 2, 3. Ça filtre assez vite. Et puis après, pour la personne qui se fait photographier, c'est toujours un peu plus compliqué parce que c'est son image, c'est délicat. Il y a la manière dont on se voit, dont on aimerait se voir, et puis le projet qu'on a avec cette image-là, quel usage on va en faire, est-ce qu'elle va être montrée, est-ce qu'elle va être sur les réseaux sociaux, de quelle manière elle va être diffusée, sur quel support, voilà, quelle vie va avoir cette photo et finalement sa propre image. Donc c'est un peu, on parle pas de la même chose, on part pas de la même ligne de départ. C'est toujours un petit peu plus délicat pour la personne qui se fait photographier. Et souvent, moi j'aide à trancher. Si les choix me paraissent quand même très si je sens que le choix de la personne s'écarte trop de ce qu'elle... Enfin, si je sens qu'il peut y avoir un danger sur la diffusion de cette image-là, ça peut la mettre dans une situation délicate, ou voilà. Là, j'en parle quand même. Enfin, je me permets quand même de leur dire que voilà, faut faire gaffe. Vous exposer de cette manière-là, ça pourrait vous mettre dans des situations inconfortables. Faites attention quand même. Il y a des personnes qui vont franco des fois, et il pourrait y avoir des retours de bâton un peu. Dans ces cas-là, tu joues un peu le rôle du garde-fou. Tu essayes de modérateur, de modérer un peu
au regard aussi de ton expérience et de l'intention qui est posée au départ par Ouais. la personne aussi. Ouais. Donc ouais, il faut les aider à choisir. Il y a des personnes qui y arrivent très très bien et puis d'autres qui ont besoin d'un petit coup de main pour trancher, d'autres qui parfois se lancent dans des choix un peu périlleux. Mais bon, in fine, ça reste leur choix quand même. C'est leur image, C'est ça, finalement. c'est ça. Tu accompagnes le choix, mais ça reste un choix qui doit être celui de la personne qui est venue, qui a fait le choix d'entrer dans ton studio. C'est leur image. Mm. Bon, après, faut être honnête, c'est très rare ces choix un peu acrobatiques comme ça de photos. Et quand tu passes en revue ton expérience de photographe jusqu'à maintenant, est-ce que tu as une séance photo que tu retiens particulièrement, que tu choisis de garder en mémoire plus qu'une autre parce qu'elle t'a, pour une raison ou pour une autre, touché particulièrement? Est-ce que tu as un souvenir, que ce soit dans la mode, la pub ou avec un particulier, d'une séance photo qui t'a particulièrement marqué? Alors déjà, ce qui est marrant, c'est que bon, il y a eu plein de séances photos. Et je pense pouvoir dire que je me rappelle de chacune d'elles. Il y a toujours ça reste toujours en mémoire. Mm. Plus ou moins en opacité, mais je me rappelle de chacune des séances. Ça déjà, c'est quelque chose dont je me suis rendu compte là récemment. Tout en souvenir. Donc tu gardes pas juste le résultat, tu te gardes aussi en tête le processus. Mais ouais, parce qu'il y a des moments où voilà, on se risque à certaines choses. Des fois, on est à court d'idées aussi, et puis les choses apparaissent d'un coup. Enfin, il y a des belles surprises. Il y a des moments plus ou moins confortables, plus ou moins délicats, plus ou moins tendus. Ça arrive parfois aussi. Maintenant, est-ce qu'il y en a de meilleurs? Ouais, je crois qu'il y en a quand même des plus marquantes en tout cas. Je dirais qu'en fait, ouais, il y en a deux qui me viennent à l'esprit, mais pour des raisons diamétralement. Enfin, il y en a une c'est un shooting de 17 heures. C'est sans doute 17 heures de shooting. Ouais. Waouh. Et celle-là, elle m'a marqué parce qu'elle a été très éprouvante. C'était un shooting pour le magazine Elle, à Mexico, et c'était un gros projet éditorial. On a fait, je sais plus, 15-20 pages. C'était 20 pages, 20-25 pages peut-être, ouais, dans le 20-25 pages d'éditorial, c'est quand même, voilà, en général. Donc c'était pour le L Mexique. Voilà. D'accord. Le Mexique et Amérique latine. Et c'était un projet qui a été long parce qu'on l'a réalisé en lumière de ciné. Et en lumière de ciné, tout prend beaucoup plus de temps parce que c'est beaucoup d'installs, beaucoup de montage, beaucoup de matériel, et puis on sculpte à la lumière, donc c'est génial. Mais c'est une grosse équipe. C'est beaucoup de matériel, beaucoup d'équipement, et c'est très très long. Et 17 heures, ça a été, je crois que c'était une de mes sessions les plus longues, et ça a été éprouvant physiquement, mentalement. La pré-prod s'était bien passée, donc toutes les choses étaient bien préparées, mais quand même. Je me souviens qu'un assistant est allé chercher 3 bouteilles de tequila sur les coups de 9h le soir, histoire de remettre un petit coup de boost à tout le monde, parce que tout le monde était il y a eu un petit coup de mou là, en début de soirée. Mais je pense que c'est un de mes plus beaux éditos pour un magazine de mode. Le résultat était très très chouette. Donc ça a été très éprouvant et en même temps un très beau résultat. C'était très très beau. Et puis à l'inverse, l'autre séance qui me vient à l'esprit, au contraire, elle est très très courte. Ça a dû durer 4 minutes 37. Et c'est avec un chanteur d'un groupe du coin qui s'appelle, un groupe bien rock, qui s'appelle Von Parias, dont le chanteur est anglais. Et on avait shooté ça on avait fait un portrait de groupe et puis un portrait individuel du chanteur qui s'appelle Sam, dans une piole de ce qu'on appelle, on pourrait appeler ça une sorte d'hôtel social en fait. D'accord. Donc voilà, c'est des gens qui sont quand même très très cabossés. C'est un hôtel avec des chambres à louer, mais à prix très très réduit. Et je me souviens quand on avait fait le repérage, j'étais allé en repérage là-bas, on était rentré dans des chambres. Ça hurlait, les gens hurlaient d'une espèce de délire psychotique. Je voyais des gens allongés en plein après-midi sous une chaleur de malade dehors, et les gens étaient chez eux, volets clos, une espèce de phobie de l'extérieur. Je revois des tables de chevet bourrées de médicaments. Enfin bref, une atmosphère très particulière. Et donc j'avais décidé de faire ce shooting-là dans une de ces pioles, parce que là il y avait un truc un peu spécial. Et puis on a fait la photo du groupe, et puis la photo de Sam a duré, je l'ai fait asseoir sur le bord du lit, ça a duré, quand je dis 4 minutes, c'est même pas 4 minutes, ça a dû durer 2 minutes.
Mais je crois que c'est un des rares moments où j'ai eu quelqu'un en face de moi qui ne mentait absolument pas sur ce qu'il était et de la manière dont il se posait. Il s'est simplement assis sur le bord du lit. J'ai fermé les fenêtres, les volets. Très très peu. Il y avait très très peu de lumière qui passait. Lui était là, dans cette lumière, sur le bord du lit, une couverture rouge sur les fesses, terminée. Et ça a été 2 minutes, j'ai dû prendre une quinzaine de photos, pas plus. Mais il a été sans filtre, sans rien. Il s'est juste posé là. Et il a été lui-même. Et je crois que j'ai rarement eu autant d'authenticité de la part de quelqu'un qui se mettait devant un appareil. C'était assez rare. Très court, mais très fort. Très bon. Du coup, pour toi, est-ce que c'est le critère premier pour définir si une photo est réussie? Est-ce que c'est le degré d'authenticité que tu y perçois? Je pense que ça peut y contribuer fortement, ouais, clairement. Ah oui, clairement. Et ça, tu le vois tout de suite au moment où tu prends la photo, ou est-ce que tu as besoin d'attendre de voir aussi? Non, ça se sent tout de suite. Ouais. C'est tout de suite. Ouais. D'accord. Et il vaut mieux que ce soit comme ça d'ailleurs, parce que ça permet d'appuyer au bon moment, mais non, ça se sent tout de suite. Bien sûr, ouais. C'est rare, c'est assez rare. Mais c'est très bon. Oui, j'imagine. Et qu'est-ce qui fait que, justement que y a un ingrédient particulier? Est-ce que ça se passe dans un regard? Est-ce que c'est dans une posture? C'est la manière d'être. Ça se sent tellement, c'est tellement évident. Parfois, il m'arrive de sortir l'œil du viseur pour m'assurer de 2-3 bricoles, mais en réalité, non, tout se passe là. Non, c'est quelque chose qui se sent très très facilement. Enfin, n'importe qui, à côté de l'appareil qui se tient à côté de moi, le sentirait de la même manière. C'est très palpable. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais ajouter sur le choix et les choses qui sont importantes pour toi sur la question du choix? Que ce soit dans ton métier ou dans les apprentissages que l'expérience de vie professionnelle et personnelle t'ont proposé sur ton chemin jusqu'à maintenant. C'est marrant parce que j'ai pas l'impression d'avoir fait des choix majeurs dans ma vie, et pourtant il y en a quand même certains qui ont une importance incroyable. Enfin, ce choix de partir à Mexico, ça a été 10 ans de ma vie. Ce choix de revenir, c'est plus de 10 ans maintenant depuis mon retour, et il a été aussi important que celui de partir à l'étranger. Enfin, j'ai jamais eu le sentiment d'être à l'origine de mes choix. J'ai toujours eu le sentiment que mes choix étaient un petit centimètre carré de chance qui me passe devant et que je saisis. Et ce petit centimètre carré, cette petite bulle de choix, que je la chope et je fais le choix de la prendre ou pas, de saisir cette chance. Mais j'ai jamais eu le sentiment dans tout ce que j'ai fait d'être à l'origine de mes choix, d'avoir l'initiative de mes choix. C'est toujours des occasions, des signes, des rencontres, des choses. Et après, je choisis si tu y vas ou pas. J'y vais ou pas, mais c'est très très particulier de se dire que, ouais, maintenant que j'en parle, je n'ai jamais le sentiment d'être à l'initiative de mes choix. Je choisis de suivre un truc, quelque chose qui se présente en moi, qui se présente, mais ceci dit, ça pèse pas moins après dans une vie, hein, mais voilà, pour ce qui me concerne, le choix, c'est un élan en fait. C'est un élan, c'est un petit truc qui nous pousse quand même, enfin, de mon expérience. Ouais. Merci beaucoup. Merci à toi. Un grand merci à Fabien pour sa confiance, son authenticité et ses partages. Je lui souhaite de continuer à pagayer avec maîtrise et ouverture, à suivre le flot et à choisir de s'élancer avec agilité et fluidité dans les eaux vives de la vie. Ces eaux vives qui s'écoulent en une succession de rapides et dans une alternance de turbulences et de passages plus calmes, de moments plus denses et d'espaces de respiration. Je souhaite longue vie au petit studio pour que Fabien puisse continuer d'offrir des espaces-temps de rencontres et de connexion à soi et à l'autre. Je lui souhaite de continuer encore longtemps à mettre en valeur avec talent et nuance les personnes telles qu'elles sont. Alors, que vous a inspiré cette conversation ? Je vous invite à identifier l'idée, la phrase ou le mot que vous choisissez d'en retenir. Avec quoi de nouveau repartez-vous de cette conversation ? Quel est le petit pas que vous pouvez planifier dans les prochains jours, voire dans les prochaines heures, pour mettre en œuvre dans votre quotidien
ce qui vous a inspiré. Si vous voulez en savoir plus sur Fabien et son beau travail au Petit Studio, direction son site fabientijoux.com. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouverez cet épisode sur le site oriansavoureluca.com. Si vous aimez ce que je vous propose et que vous voulez faire partie de cette aventure audio, abonnez-vous à la newsletter de Avez-vous choisi afin d'être alerté dès la publication d'un nouvel épisode. Si vous souhaitez soutenir ce projet de façon bienveillante et efficace, je vous invite à faire connaître Avez-vous choisi à celles et ceux qui vous sont chers et que l'idée de tout choisir dans leur vie pourrait réjouir. Vous pouvez partager votre enthousiasme par écrit en déposant un avis sur le site, sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube Avez-vous choisi, ou encore une constellation de 5 étoiles sur votre application de podcast préférée. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, et si vous choisissiez tout ?